Bonjour à vous et bienvenue dans l'émission Évasion littéraire. Je reçois l'écrivaine Alimata Fofana pour son livre Mariana, l'écorché vif. C'est un récit des éditions Cartala. Mariama, donc on va en discuter. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, merci. C'est votre premier récit? Exactement, c'est mon premier livre. Alors, entre la fiction et l'autobiographique, alors qu'est-ce que c'est? Alors, moi, j'ai un peu de mal à comprendre. Est-ce que c'est de la fiction ou c'est de l'autobiographique que vous avez écrit pour ce premier récit? On va dire que je me suis inspirée de ma vie. Et on va dire, il y a des choses que j'ai inventées, il y a des choses que j'ai vues c'est de la fiction, quoi. C'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Exactement. Bien. Alors je dirais entre Millon, j'ai mis des mots. Vous êtes entre deux cultures. Exactement. À la fois, vous êtes sénégalaise et française. Et française. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette tête? Qu'est-ce qui se passe avec vous, avec Mariama et avec Fofana, Alimata? Est-ce que c'est deux personnages ou un personnage dans la narration? C'est deux personnages. On va dire que pour Mariama, elle est face à... Elle se cherche. Elle se pose la question à savoir, est-ce qu'elle est sénégalaise? Est-ce qu'elle est française? Ou est-ce qu'elle est issue des deux cultures? Et à travers son expérience de vie, elle va se rendre compte qu'elle est française. C'est-à-dire qu'elle est née, elle a grandi en France. Elle est pétrie de la culture française, même si elle a comme héritage la culture sénégalaise. Mais ce qui la constitue avant tout, c'est la nationalité française. Et là où elle va vraiment le comprendre, c'est quand elle sera confrontée à des Sénégalais. C'est là qu'elle va vraiment comprendre d'où est-ce qu'elle vient et qui elle est réellement. Vous commencez le récit par « je pleure ». Alors, il y a « je pleure »,« j'étouffe », il y a une angoisse, une remise en question. C'est difficile de commencer comme ça lorsqu'on commence un premier récit. Qu'est-ce qui fait que vous pleurez? Pourquoi il y a cette notion de pleurs? C'est que là, Mariama, quand elle débute, elle ne vit plus dans sa famille. Elle est dans un environnement totalement neutre. Et c'est le boomerang. C'est un boomerang qui lui arrive. Et là, elle s'effondre. Pourquoi elle s'effondre à ce moment-là? C'est qu'elle n'est plus dans le combat. Tant qu'elle était dans le combat, ça allait parce qu'elle n'a pas le temps de réfléchir. Elle n'a pas trop le temps de se poser des questions. Il faut qu'elle avance. Alors, elle marche malgré tout. Et là, elle arrive à un moment où elle n'est plus dans le combat, ça s'arrête. Et là, elle est dans l'observation. Et là, elle s'écroule. Elle s'écroule complètement. À la lecture, on commence par Mariama, et puis à une certaine page, je pense que ça doit être la page, au milieu du livre, du récit, là on découvre Alimata. Oui, on vous découvre. Alors, c'est quand même assez étrange. Pourquoi ne pas avoir commencé le récit en parlant de vous directement, Alimata, et à la fin de parler, au milieu du récit, de parler de Mariama? Je dirais que c'était un récit un peu à l'envers. On va dire qu'au début, c'est le jeu parce que, on va dire, c'est le moment où elle déverse. Et moi, j'ai laissé déverser tout ce qu'elle avait envie de déverser. C'est pour ça qu'il y a le jeu, il y a des propos qui peuvent paraître extrêmement durs, mais c'est une libération, vous voyez. Au milieu, quand Alimata intervient, Alimata elle a plus de recul. Alors, elle peut plus analyser. Elle peut analyser beaucoup plus que Mariama qui est en plein dedans, qui est en train de vivre toutes ces émotions qui sont fortes, qui l'emportent. Contrairement à Alimata qui peut mettre de la distance et peut dire Mariama, là, peut-être, là, c'est ta vision des choses, c'est pas la vérité. C'est ta vérité à toi, mais c'est pas une vérité générale. Et c'est la raison pour laquelle, au milieu, il y a Alimata qui intervient. Parce que Mariama, au milieu, elle a besoin quand même qu'on lui dise attends, tu te trompes peut-être, là. Hein. J'essaye de la tempérer un petit peu. Oui, femme de culture que vous êtes, oui. Alimata, les grands hommes vous accompagnent. Premier chapitre, alors on va parler de Nietzsche, de Baudelaire, de Victor Hugo par rapport aux Misérables. Ces hommes-là vous accompagnent. Est-ce qu'il y a eu un rapport de séduction aussi? On va dire que pour moi, tous ces grands hommes, j'aime les grandes beautés, les grandes idées. Oui. Pour moi, tous ces auteurs-là, je me dis à chaque fois, c'est ce qui m'a rendue humaine. C'est ce qui m'a rendue femme. Ces auteurs-là, ils m'ont permis de penser, ils m'ont permis de réfléchir. Ils m'ont permis de me rendre compte de la chance que j'avais. Ces auteurs-là, ils m'ont permis de me sortir de la condition dans laquelle j'étais. Ils m'ont permis de me tracer un nouveau chemin. Ils m'ont permis d'être moi, Alimata.
c'est des auteurs qui font partie de ma vie, vous voyez. C'est des auteurs qui me font vibrer, des auteurs que j'ai en moi profondément. Le pan de votre vie que vous écrivez aussi bien avec une plume très, très pertinente. Donc vous parlez de l'excision. Alors ça, c'est le pan noir de votre vie. Expliquez-nous ce chemin que vous avez parcouru et comment vous vous êtes refaite, reconstruite par rapport à ce pan noir de votre vie. On va dire que pour l'excision, quand je me suis mise à écrire, je vivais encore en France et c'est sorti tout seul. Et ça veut dire que moi j'ai été excisée à l'âge de 5 ans et toute ma vie je me suis dit Alimata, t'es pas comme les autres, t'es pas normale, il te manque quelque chose. Alors pour moi ça a été une quête. Depuis l'âge de 5 ans, comme c'est quelque chose qui a été gravé dans ma mémoire, je m'en souviens comme si c'était hier, raison pour laquelle la manière dont je l'écris c'est extrêmement précis, on pourrait croire que c'est une photographie que j'ai faite. Absolument, scénario même. Exactement. Et depuis ce moment-là, je me suis dit je veux devenir comme les autres. Alors, comment on fait pour devenir comme les autres? Alors, on commence par lire. J'ai commencé par lire. Je suis partie voir des associations, comme le GAMS. J'ai rencontré d'autres femmes. Mais moi, au début, j'avais honte. J'avais profondément honte d'être excisée parce que pour moi, c'était marqué dans mon corps. Je disais, cette barbarie, elle est gravée en moi. Pour moi, je n'étais pas victime de cela, raison pour laquelle j'en avais honte, parce que c'était gravé en moi. Et je me suis dit, comment réparer cela? J'ai eu la chance de rencontrer le docteur Pierre Foldès, qui répare les femmes qui ont subi des mutilations sexuelles. Mais ce n'est pas magique, hein, parce qu'il y a tout un travail à faire au niveau de la tête. C'est-à-dire que réparer mécaniquement, ok, mais tout ce que vous avez construit durant toutes ces années où moi je me suis dit, t'es pas une femme, t'es pas normale, tout ça, il faut déconstruire tout ce discours-là. Et là, c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est vraiment un travail de longue haleine. Alors vous expliquez très bien à l'âge de 5 ans, comme vous venez de le suggérer, de l'évoquer. Alors ce sont ces femmes-là que vous appelez des sorcières, c'est ce terme que vous employez qui arrive. Vous expliquez très bien l'acte en lui-même, comment il se déroule, comment il se passe. Donc on prend le clitoris, on prend le couteau, lame de rasoir, on coupe donc le sang et puis ce fameux pipioli que vous faites, le traumatisme, le syndrome, et là est présent. C'est difficile, je crois. C'est difficile et surtout que on comprenait pas, personne n'a fait le lien entre l'excision et le pipioli, alors que il y a un lien direct. Moi, je l'ai appris, c'est en discutant avec le docteur Pierre Foldès. Quand vous excisez, parce que c'est fait de manière très barbare, vous imaginez, vous êtes on vous anesthésie pas, c'est à vif, on vous attrape comme ça, comme vous l'avez dit, on prend un couteau ou une lame de rasoir et on coupe le clitoris. Il va de soi qu'il va y avoir des conséquences. Moi, ça a été le pipioli. Pour d'autres, ça va être des femmes qui vont avoir des difficultés à accoucher. Il y a des femmes qui meurent en couche à cause de l'excision, parce que c'est très très mal cicatrisé. Il y a des conséquences, quoi. Il y a pas de... On ne désinfecte pas, vous imaginez. Alors moi, ça a été le pipioli, mais Dieu merci, ça a été réglé. Mais pour d'autres, c'est des conséquences encore plus graves. Oui, le temps de réparation, ça met combien de temps pour être réparé? J'ai bien peur que... C'est trop long. Aujourd'hui, vous êtes réparée, enfin vous êtes guérie, vous êtes femme dans les termes qu'on emploie. Est-ce que vous êtes femme aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, oui, parce que j'ai fait un très très long travail. Je pense que je n'ai pas terminé le travail. Je pense que c'est le travail d'une vie. Toute une vie. Oui. Alors parlez-nous un petit peu de vos relations. Alors vous avez des problèmes avec la famille, parce que femme de lettres comme vous êtes, avec une certaine culture occidentale, confrontée justement à la religion de ces femmes, il faut porter le voile. Vous êtes contre tout ça. Alors entre deux mondes, deux cultures, comment êtes-vous? La difficulté, c'est de se retrouver dans tout ça. Parce qu'on veut que vous suiviez un chemin. Alors, quand vous êtes petite, vous suivez parce que vous êtes enfant, vous suivez vos parents, vous suivez votre famille. Mais il y a un moment où moi, je me suis posé des questions. C'est peut-être là où les problèmes ont commencé, c'est quand je me suis posé les questions. Parce que je me suis dit, toi, Alimata, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et moi, j'ai vu tellement de femmes que l'on sacrifie. J'ai vu tellement de femmes... C'est-à-dire que moi, autour de moi, j'ai vu ce que je ne voulais pas devenir. J'ai pas eu de modèle, mais j'ai eu des contre-modèles. J'ai vu ce que je ne voulais pas devenir. Et je me suis dit, déjà, le meilleur moyen, c'est d'aller à l'école. Je me suis dit, ça, déjà, c'est une porte de sortie. Et après, aller à l'université. Lire,
Pour moi, c'est ce qui m'a beaucoup apporté, lire, la lecture, les arts. Et c'est vrai qu'à côté de cela, au niveau de mes proches, ils ne comprennent pas parce que c'est un autre univers, vous voyez? C'est un autre monde. Et souvent, ce qu'on ne connaît pas, on en a peur. Alors quand on voit cette jeune fille s'émanciper, on commence à se poser des questions très sérieuses, mais je comprends parce que c'est de l'ignorance, on ne peut pas en vouloir quand c'est de l'ignorance. Alors qui est Madame B, Madame 1, Monsieur 2, Madame sans gêne, donc il n'y a pas du tout de nom sur ces personnages, pas du tout de nominatif en quelque sorte. Pourquoi avoir justement occulté les noms des personnages? Je trouvais que les comportements parlaient d'eux-mêmes, ce n'était pas nécessaire de mettre les noms. Je trouvais, en plus c'est une peinture que j'ai faite, une peinture des comportements humains. Et voilà, c'est ça que j'ai voulu faire et je trouvais que les noms c'était pas nécessaire. Alimata Fofana, vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes auteurs, écrivains qui écrivent justement sur l'excision. Comment, à la lecture de votre récit, voir la différence? Est-ce que c'est par rapport à ce que vous avez vécu ou la tradition, la culture? La différence, c'est que moi, j'ai vraiment mis l'accent sur la culture. Je pense que vous l'avez souligné tout à l'heure. J'ai mis l'accent sur la culture. J'ai mis l'accent aussi sur le fait qu'on peut sortir. On peut s'en sortir. C'est possible. Certes, il faut travailler. Certes, il vous faut beaucoup d'efforts. Certes, peut-être vous allez beaucoup pleurer. Peut-être vous allez même tomber malade. Mais il y a une possibilité de s'en sortir. Il faut y croire. Lorsque vous en parlez, vous avez toujours autant d'émotions qui se manifestent. Nous sommes côte à côte et je le ressens. Cette émotion, elle est toujours là et c'est pas facile à porter. Avez-vous des enfants? Non, je n'ai pas d'enfant. Donc si un jour vous avez une fille, on va sortir un peu du contexte du livre pour venir un petit peu dans votre vie. Si vous avez une fille, je pense qu'elle n'aura pas cette culture-là. Non, il y a des choses, il y a des valeurs que mes parents m'ont inculquées que je transmettrai à mes enfants parce que tout n'est pas à jeter, il y a des choses qui sont bonnes, mais je sais faire la part des choses. Mais c'est vrai que je mettrai beaucoup l'accent sur la culture parce que pour moi, la culture, c'est la liberté. Voilà. Donc votre fille, elle ne connaîtra pas ce pan noir que vous avez connu, l'obscurité qui vous envahit chaque jour, mais vous êtes guérie, visiblement. Oui. Ça va? Les rapports que vous avez avec Madame B, jusqu'à la fin, qu'est-ce qui se passe avec Madame B? Parce que cette femme, elle est quoi? Elle est instite? Elle est prof? Non, qui est cette femme? Parce que même à la fin, je crois qu'elle vous ignore, même à la fin, du début à la fin, elle vous ignore. Du début à la fin. Et à la fin, je crois que je me déteste. Je sais pas pourquoi vous vous détestez à la fin. Parlez-moi de Madame B, déjà. Alors déjà, Madame B, c'est quelqu'un qui n'a pas le goût de l'effort et qui apprécie s'approprier le travail des autres. Alors, c'est vrai qu'elle est assez... elle est hautaine, elle dénigre. Mais ce que Mariama ne comprend pas, c'est que cette femme, c'est parce qu'elle voit les talents et la culture de Mariama, c'est la raison pour laquelle elle agit ainsi. C'est ça qui la pousse à agir comme ça. Si elle avait face à elle quelqu'un qui était du même niveau, elle ne se sentirait pas en danger. Alors, il n'y aurait pas de raison qu'elle soit aussi dénigrante vis-à-vis de Mariama. Vous voyez ? Vous voyagez beaucoup, du Canada, du Sénégal, l'Europe, ces cultures, la manière de vivre, se vivre ensemble, ce respect mutuel, ces différentes identités. Où est-ce que vous en êtes avec vous-même sur ce pan noir de votre histoire? Moi, j'ai vécu 5 ans au Canada. Je suis rentrée en France il y a très peu de temps. J'ai beaucoup appris au Canada. J'ai rencontré vraiment des femmes, parce que là-bas, il y a beaucoup de centres de femmes. Où j'ai compris la tolérance, ce que c'est que la tolérance. J'ai compris ce que c'était que s'accepter tel que l'on est. Avant, j'avais pas compris. Ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre, mais là, maintenant, je pense que j'ai compris. J'ai aussi eu une coach qui s'appelle France Perrodo, qui a été pour moi, entre guillemets, une sauveuse. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidée. Ça veut dire que malgré le fait qu'il y a eu des choses très noires dans ma vie, elle m'a montré le côté positif de tout ça. C'est-à-dire que même l'excision, c'est quelque chose de vraiment très cruel, très dur. Mais elle m'a dit, mais regarde ce que tu as réussi à faire. Et c'est ce que dit Baudelaire. Hein. Oui. J'avais les mains pleines de sang et j'en ai fait de l'or. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire à travers ce livre. C'est des choses qui sont difficiles, c'est des choses qui sont très dures. Mais je me suis dit, Alimata, qu'est-ce que tu fais maintenant avec tout ça? Oui. Et j'en ai fait un livre. Pour moi, il n'y a rien de plus beau qu'un livre, alors c'est pour ça que je me suis dit. C'est aussi une forme de thérapie d'avoir écrit?
Ah, je pense aussi. Ça a été extrêmement libérateur. Oui, ça a été une vraie thérapie parce que j'ai pu mettre des mots à des mots MAUX qui me rongeaient. Alimata Fofana, qu'est-ce qu'on peut retenir de Mariama, l'écorché vif, de ce premier récit? J'ose espérer qu'il y en aura d'autres. Oui, il y a un deuxième qui est en cours. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Mariama? C'est que c'est une battante. Même si elle n'a pas eu toutes les conditions pour réussir, eh ben, elle y est arrivée. Elle y est arrivée. Et j'espère en tout cas que vos auditeurs qui nous écoutent, vos téléspectateurs, pardon, eh ben, ils se diront, quand ils le liront, c'est possible. Tout est possible. Vous parlez aussi d'associations, énormément. Mais la femme africaine, elle est en route, elle y va, elle a la pancarte, et elle combat justement l'excision dans tout le continent africain. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience qui a été faite. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous faites partie d'une association aussi? Non, moi j'ai toujours refusé d'être dans des associations. Mais c'est vrai, c'est en route, il y a des choses qui se font, il y a des lois. Mais avant que les lois arrivent chez l'habitant ou dans les campagnes, c'est assez long. Mais c'est vrai que les choses bougent. Et je pense que les choses bougent, pourquoi? Parce que les femmes vont à l'école. Et c'est là aussi le secret. Très bien. Quand elles vont à l'école, elles s'ouvrent et elles voient autrement. Parfait. Bien écoutez, avant de se quitter, Alimata Fofana, Mariama, l'écorché vif, c'est un récit, édition Catala. Je vous remercie. Merci de votre fidélité. Merci de nous suivre toujours sur le plateau Évasion littéraire de OM5 TV. Un récit, quelques lignes, juste pour donner l'envie de lire qui fait partie de notre culture. Voilà. Et je vous dis à très bientôt et merci. Prochain roman, je vous reçois. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je lise? Écoutez, comme vous êtes femme de lettres, allez-y. Baudelaire, le grand Baudelaire, Spleen. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longues ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Quand la terre est changée en un cachot humide, où l'espérance, comme une chauve-souris, s'en va battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris. Quand la pluie étalant ses immenses traînées d'une vaste prison imite les barreaux, et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux. Des cloches tout à coup sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre opiniâtrement. Et de longs corbillards, sans tambour ni musique, défilent lentement dans mon âme, l'espoir, vaincu, pleure, et l'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné, plante son drapeau noir. Charles Baudelaire. Merci. Merci.